Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, bienvenue sur le 21e épisode de Relationnellement Vôtre. Dans l'épisode précédent, nous avons pu voir les réponses aux questions fréquentes concernant le pardon. La dernière question était « Comment réussir à pardonner ?» Et c'est justement ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. En fonction des personnes, de leurs valeurs, de la cause de la blessure et de sa profondeur, pardonner peut être une démarche relativement simple ou plutôt compliquée. Il peut arriver que pardonner soit une décision instantanée à effet immédiat. Par exemple, pardonner à votre enfant de vous avoir menti pour cacher une mauvaise note. La blessure n'étant pas profonde, elle cicatrise plutôt rapidement. Par contre, si votre partenaire de vie vous ment pour cacher une infidélité, la blessure risque d'être plus profonde et là, pardonner peut prendre du temps. Vous expérimenterez alors le processus du pardon qui se fait étape par étape. Il existe différents modèles concernant le processus du pardon. J'aimerais vous en citer quelques-uns à titre informatif et pour avoir plus de détails concernant les modèles évoqués, il y a sur le site, dans l'article du podcast, des liens sur lesquels vous pourrez cliquer pour accéder à un fichier PDF qui vous résume chacun des modèles évoqués. Pour commencer, il y a le modèle de Robert Enright, le docteur en psychologie dont j'ai pu vous parler dans l'épisode précédent, qui étudie le pardon depuis plus de 30 ans. Il propose un processus en 4 phases, à savoir la phase de découverte, c'est la phase où on met à nu la colère. Ensuite, il y a la phase de décision, c'est la phase où on décide de pardonner. La phase de travail, c'est durant cette phase qu'il y a un travail de compréhension du pardon, de la compassion et de la souffrance. Et la 4e phase, c'est la phase d'approfondissement. C'est durant cette phase qu'on comprend ce qu'est une prison émotionnelle et où on expérimente la libération de cette prison. Ensuite, il y a le modèle proposé par le docteur Fred Luskin, auteur du livre Pardonner pour de bon et directeur des Stanford Forgiveness Project. Il propose, lui, un processus du pardon en 9 étapes. Vous les trouverez directement dans le fichier PDF dans l'article du podcast. Et le 3e modèle, c'est celui proposé par la psychanalyse. Il s'agit d'un processus en 7 étapes. La première étape, c'est de décider de ne plus souffrir. La 2e étape, c'est de reconnaître que la faute existe. La 3e étape, c'est d'exprimer sa colère. La 4e étape, c'est de cesser de se sentir coupable. La 5e étape, c'est de comprendre celui qui nous a blessés ou celle qui nous a blessés. La 6e étape, c'est de prendre son temps. Et la 7e étape, c'est de redevenir acteur de sa vie. Là encore, bien sûr, pour plus de détails, n'hésitez pas à aller sur le site www.relationnellementvôtre.fr pour cliquer sur les différents liens et récupérer les fichiers PDF des modèles évoqués. Il existe bien d'autres modèles. En tout cas, si je vous en propose quelques-uns, c'est pour que vous vous fassiez une idée de ce qui vous correspond, car il n'y a pas de processus figé. Chacun est libre de passer par le chemin qui lui convient pour atteindre la guérison. Le tout, c'est de pouvoir guérir en profondeur, de manière à ce que la blessure ne se rouvre pas. Dans l'épisode de la semaine, j'aimerais vous proposer 9 clés pour favoriser votre cheminement vers le pardon, quel que soit le processus que vous choisirez. La première clé, c'est de vous rappeler que pardonner est un choix. Le processus du pardon commencera à partir de votre décision. Choisir de pardonner est une démarche qui nous replace en tant qu'acteurs de notre vie. Nous pouvons avoir été victimes d'une injustice, d'une agression, de mauvais traitements ou de bien d'autres blessures, mais nous ne voulons pas rester dans une position de victime. Nous avons le choix de vivre en subissant les conséquences des torts causés et en les laissant orienter notre vie, ou nous pouvons décider de reprendre notre vie en main et de lui donner la trajectoire que nous voulons malgré les torts causés. Prendre la décision de pardonner amène la détermination dont nous avons besoin pour aller au bout du processus. Quand on pèse le pour et le contre, même si ça fait bien mal au moment où nous vivons le processus du pardon, ce pardon reste la seule alternative constructive et non destructrice pour continuer à avancer dans la vie et ne pas tourner en rond dans les ruminations des blessures et l'obsession du désir de vengeance. Peut-être avez-vous déjà prononcé cette phrase « Je ne pourrai jamais lui pardonner » ou « Je ne pourrai avancer que lorsque cette personne aura souffert ou lorsqu'elle aura payé ». En prononçant ces mots, vous vous êtes enfermé dans la prison émotionnelle du non-pardon avec toutes les conséquences que j'ai pu évoquer dans l'épisode 20. Cette prison revient à vous infliger une double peine,
celle d'avoir été offensé et en plus la souffrance provoquée par le non-pardon. Ça serait doublement injuste de vous infliger cela, vous ne croyez pas ? Peut-être que vous ne vous sentez pas capable de pardonner, vous pensez avoir trop souffert, ne plus en avoir la force. Vous avez la possibilité de puiser la force dans la source par excellence. Si vous voulez savoir comment faire, je vous invite à regarder la vidéo bonus du mois de juin. L'accès étant réservé aux abonnés, si vous voulez profiter des bonus, il vous suffit de vous abonner à Relationnellement Vôtre, c'est totalement gratuit. Vous pouvez le faire directement sur le site www.relationnellementvôtre.fr, tout en bas de la page en cliquant sur « Je m'abonne à Relationnellement Vôtre » ou en remplissant le petit pop-up qui s'affiche dès que vous arrivez sur la page d'accueil. Un moyen complémentaire d'avoir du carburant pour aller au bout de la prise de décision et du processus du pardon, c'est ce que je vous propose de voir dans la deuxième clé. Cette deuxième clé, c'est de lister les raisons pour lesquelles vous prenez la décision de pardonner. Il y a tout un tas de raisons personnelles de pardonner. Elles peuvent être pour votre santé spirituelle, votre santé psychologique, votre santé physique ou votre santé relationnelle. Dans la mesure où on se dirige vers ce qu'on regarde, quand nous visons un objectif, nous avons une plus grande probabilité de l'atteindre que si nous essayons d'avancer sans but précis. En plus, une fois que la liste est écrite, vous savez que vous pouvez la relire si besoin. Par exemple, si la peur, le doute et bien d'autres ressentis viennent frapper à la porte de votre cœur en disant « Non mais tu peux pas pardonner, tu as vu le mal qu'il t'a fait, tu as vu le mal qu'elle t'a fait, c'est impardonnable ça ». Le contenu de cette liste vous fournira les arguments nécessaires pour que vous puissiez prendre le dessus et poursuivre le processus de pardon enclenché. En reprenant la détermination évoquée dans la clé précédente, vous pourrez dire à cette petite voix intérieure « Je veux pardonner car je veux avancer libéré de toute forme de ressentiment envers cette personne. Je veux regarder devant moi et non derrière moi. J'ai accordé beaucoup trop de mon temps, de mon énergie, de mes pensées et de ma vie à cette souffrance. Je ne me résume pas à ce que j'ai vécu, je veux m'épanouir et j'y ai pleinement droit. » La liste peut être aussi longue que vous le souhaitez, ce sont juste quelques exemples. En tout cas, faites-vous plaisir. La troisième clé, c'est de vous asseoir quelques instants dans la position d'une personne qui a été pardonnée avant de reprendre la place de la personne qui pardonne. Dans la mesure où, en tant qu'être humain, nous sommes tous imparfaits sans exception, nous commettons tous des faux pas, des paroles et des actes regrettables. Commencer par nous asseoir dans le fauteuil d'une personne qui a été pardonnée permet plusieurs points. Ça permet de se positionner en tant que vis-à-vis, égal à l'offenseur, de ne le regarder ni avec infériorité, ni avec supériorité. Comme évoqué dans l'épisode précédent, il arrive bien souvent de voir la personne à l'origine de l'offense avec tous les défauts du monde et de la résumer au mal qu'elle a pu faire sans avoir plus aucun respect ni aucune considération de sa personne et parfois même avec un mépris tel qu'on la considère comme inférieure à soi. Et il peut aussi arriver que l'offenseur soit une personne qui a un rôle hiérarchique vis-à-vis de vous, un parent, un manager, un enseignant, un responsable d'activités associatives, etc. Du coup, il peut arriver de regarder l'offenseur comme une personne supérieure à soi. Sauf que, face à une faute, quelle qu'elle soit, rappelons-nous que nous sommes sur un pied d'égalité, c'est-à-dire celui de notre nature humaine. Ensuite, pouvoir s'asseoir dans la place d'une personne qui a été pardonnée avant de s'asseoir dans la place d'une personne qui pardonne, ça ramène de l'empathie là où la condamnation et le ressentiment se sont installés. Nous pouvons facilement juger coupables et condamner les personnes qui nous ont fait souffrir en leur souhaitant la peine maximale. Sauf que si on se rappelle qu'on a soi-même été assis sur le banc des accusés et qu'on a été gracié, alors peut-être que le jugement pourra être moins dur, voire même qu'il sera remis à celui qui est le plus apte à juger. Qu'en pensez-vous ? Plusieurs d'entre vous se diront probablement « Il y a une différence entre les petits torts que j'ai pu causer en étant maladroit, maladroite ou en étant mal luné et les actes horribles de manipulateurs, d'agresseurs, de meurtriers et d'autres types d'offenseurs. » Sauf que ce n'est pas l'acte en lui-même qui fait la profondeur de l'offense, c'est la manière dont la personne offensée va le vivre. C'est donc très personnel et variable d'une personne à l'autre. Voilà pourquoi aucune souffrance n'est comparable à une autre. Par contre, nous sommes tout autant capables de blesser les autres que d'être blessés par les autres. Nous rappeler que nous avons nous aussi été dans la position de celui ou de celle qui a offensé, qui a blessé et qui a été pardonné, nous permet de prendre le recul nécessaire pour envisager de pardonner à notre tour. Et pardonner commence bien souvent par le fait d'accepter le pardon pour soi avant de le donner à l'autre.
Je vous explique ça dans la clé suivante. La 4e clé, c'est se pardonner pour mieux pardonner aux autres. Suite à une blessure importante, telle qu'une agression, un abus, des violences répétées, du harcèlement et bien d'autres souffrances, il peut arriver de s'enfermer dans la culpabilité de ne pas avoir pu éviter l'offense, de ne pas avoir agi comme nous estimons qu'il aurait fallu le faire. Cette culpabilité a les mêmes conséquences que le ressentiment vis-à-vis de l'offenseur. Il est donc important de penser à se pardonner, à se libérer de ce sentiment destructeur qu'est la culpabilité. On ne peut être coupable que d'avoir mal agi, n'est-ce pas ? Pensez-vous que votre place est sur le banc des accusés aux côtés de votre offenseur ? On est d'accord que non. Votre place n'est pas sur le banc des accusés, elle est hors du tribunal car vous êtes libre. Donc, que pensez-vous de le rappeler à cette voix intérieure culpabilisatrice ? Ensuite, prenez le temps de travailler sur les raisons qui vous amènent à culpabiliser et à porter la responsabilité d'un acte que vous n'avez pas commis. Est-ce un niveau d'exigence élevé ? Un désir de perfection avec un déni de votre nature humaine et donc votre nature faillible ? Est-ce un sentiment de honte envahissant par rapport à ce que vous avez vécu ? Est-ce une difficulté à remettre la responsabilité à qui elle revient par peur et vous mettez ce que vous voulez derrière ? En faisant le point sur les raisons qui vous amènent à culpabiliser, vous pourrez d'autant plus identifier la source et du coup évacuer ce qui a besoin d'être évacué, soigner ce qui a besoin d'être soigné. Ensuite, la 5e clé, c'est de prendre le temps d'évacuer vos ressentis, ce que vous retenez contre l'offenseur, avant de vouloir soigner les conséquences de l'offense dans votre vie. Pouvoir se libérer du ressentiment est un processus qui touche parallèlement les émotions rattachées à l'offense vécue et celles rattachées à l'offenseur. On peut souffrir du mal qui nous a été fait et être profondément en colère contre la personne qui nous a fait du mal. Toutefois, il me semble que tant que vous avez du ressentiment envers l'offenseur, cette personne occupe une place dans votre cœur, dans votre tête, telle que vous lui accordez votre attention, votre temps, votre énergie, des ressources dont vous avez besoin pour travailler sur la guérison de vos blessures intérieures. Sauf que la guérison est entravée par ce que vous ressentez négativement vis-à-vis de l'offenseur. Il est important de reconnaître que la faute existe. Vous avez bien subi cette offense et vous avez le droit de ressentir de la colère, de la déception, du dégoût ou toute autre forme d'émotion vis-à-vis de l'offenseur. Il est nécessaire de vous en libérer, de les évacuer, pouvoir vous focaliser sur ce que ça a provoqué comme perte, comme changement dans votre vie et pouvoir vous investir dans la reconstruction, la réparation, la guérison dont vous avez besoin. Évacuer ce que vous ressentez envers l'offenseur peut passer par le fait de parler, d'écrire, de dessiner, de sculpter, de déchirer, de casser quelque chose que vous auriez entre les mains. Pas de choses qui ne vous appartiennent pas, s'il vous plaît, je ne voudrais pas avoir d'ennui. En tout cas, il y a de multiples moyens très efficaces d'exprimer et d'évacuer ces émotions négatives. Il s'agit d'évacuer ce que vous ressentez. Donc, dans l'expression de vos ressentis, vos phrases sont censées commencer par « je ». Si elles commencent par « tu », ce que vous allez libérer, ce ne sont pas des émotions, mais des reproches. Du coup, au lieu de vous décharger de ce qui vous pèse, vous risquez d'alimenter le ressentiment. Ce serait dommage. Vous acceptez d'accueillir vos ressentis par une visite, c'est normal. Vous avez des émotions, des sentiments, autant ouvrir la porte, sinon ils vont continuer à frapper ou revenir plus tard et pas forcément au bon moment. En accueillant la visite de vos émotions, le temps de les digérer et ensuite de les évacuer, comme le dit si bien Gary Chapman, vous considérez vos émotions comme des visiteuses, pas des résidentes. Vous leur permettez de transiter et de remplir leurs fonctions sans générer de blocage. Vous seul savez ce que vous avez vécu. Le processus de pardon ne consiste ni à minimiser, ni à dramatiser vos ressentis, mais à accepter qu'ils sont de passage, et j'insiste vraiment sur le mot passage. Les émotions véhiculent un message. Une fois le message reçu, elles peuvent repartir. Il y a un exercice qui m'arrive de proposer aux patients. Ça consiste à écrire tout ce que vous avez besoin d'évacuer sur une feuille et ensuite d'en faire des confettis que vous jetez à la poubelle en nommant l'offenseur et en disant « Je te libère de tout ce que je retenais contre toi et j'avance libéré de la colère, de la culpabilité, de la peur et de tout autre ressenti lié à ce que tu m'as fait. » Ensuite, vous pouvez vous féliciter de cette victoire remportée sur le ressentiment. La 6e clé, c'est d'envisager une guérison intérieure en étant si possible entouré et accompagné. C'est une chose de se libérer des émotions négatives envers l'offenseur, c'en est une autre de guérir de l'offense et de ses conséquences pour avancer vraiment libre.
Par exemple, vous pouvez vous libérer de la colère envers votre partenaire de vie qui vous a trompé, mais c'est une autre histoire de stopper toute la perte de confiance en soi, la mauvaise estime de soi et les autres souffrances qu'une tromperie provoque en termes d'amour propre et d'image de soi. Ça demande bien souvent un travail sur soi. À vous de voir la stratégie qui vous convient le mieux pour soigner vos blessures, qu'elles soient physiques, psychologiques ou spirituelles. En tout cas, il me semble important d'être soutenu, de pouvoir en parler à une personne de confiance, que ce soit à Dieu, à un membre de votre famille, à un ami, une amie, ou même à un ou une professionnelle. Libre choix à vous. N'hésitez pas à choisir une personne qui saura reconnaître que ce que vous avez vécu est douloureux et qui saura accueillir vos ressentis dans une écoute bienveillante, sans juger, ni conseiller, mais juste écouter avec empathie. Le but de cette étape, c'est de mettre des mots sur ce que vous ressentez par rapport à ce que vous avez vécu, sans censure, ni crainte du regard de l'autre. Juste une considération de qui vous êtes et de ce que vous avez traversé, sans le minimiser ni le dramatiser. Une 7e clé qui peut vous aider, c'est de considérer que votre souffrance n'est pas inutile. Il est possible d'en faire ressortir du bon. Envisager de tirer quelque chose de l'expérience vécue est un excellent moyen d'avancer sur le chemin de la guérison. Ça ne passe pas forcément par une remise en question du style « qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement » ou « comment j'aurais pu éviter ça », mais plutôt « qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur moi » et que puis-je en faire pour aider les autres. Qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur ce dont je suis capable, sur mes problématiques pas encore résolues ou en cours de résolution, sur ce que je veux, ce que je ne veux plus, sur ce que je veux faire évoluer dans ma vie, que ce soit dans ma manière d'être, ma manière de faire ou mes projets, etc. Comment faire pour que ce que j'ai vécu soit utile à d'autres ? Y a-t-il un moyen pour que mon expérience puisse éviter certaines souffrances à d'autres personnes, génère une prise de conscience ou même sauve une vie ? Sentez-vous libre d'utiliser votre expérience vécue comme bon vous semble pour en faire ressortir quelque chose de constructif. La 8e clé, c'est d'exprimer votre gratitude et de vous réjouir de votre liberté à venir. Peu importe le temps que ça prendra, vous savez que vous réussirez à vous libérer des liens de l'offense. Vous pouvez donc déjà vous voir avancer à nouveau libre de tout le mal subi et exprimer votre joie, votre gratitude envers celui qui vous aide dans ce processus, qui vous permet d'être en vie, qui vous permet d'avoir la force de surmonter tout ça et d'avancer. J'aime bien cette citation du livre d'Olivier Clerc. Si le pardon est la guérison du cœur, la gratitude est le chant du cœur. Vous vous voyez désormais comme étant une personne capable d'être elle-même, capable d'aimer authentiquement, une personne qui vit sa vie, ne la subit pas, une personne qui pense, parle et agit avec le carburant qu'est l'amour, libérée de la peur, de la culpabilité et de l'amertume. Vous pouvez continuer la liste comme ça avec toutes les caractéristiques de la personne libérée que vous êtes en train de devenir. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez noter ces phrases, les lire quotidiennement à haute voix de manière à ce que tout votre être l'enregistre, esprit, âme et corps. La 9e clé, c'est de cultiver une attitude de pardon. Gardons en tête que dans les relations, rien n'est acquis. Nous sommes des êtres en évolution, en mouvement et en plus imparfaits. La plupart des situations où nous sommes amenés à pardonner proviennent plus du résultat de notre faiblesse humaine que de réelles intentions malveillantes. Le pardon est une démarche que nous aurons à répéter en tant qu'offensés, sans perdre de vue que nous sommes parfois les offenseurs. Avant de m'arrêter, j'aimerais vous lire le témoignage de Marie Follet, un témoignage très poignant tiré du livre d'Olivier Clerc, Peut-on tout pardonner ? En 2005, Charlotte, la fille de Marie Follet, âgée de 15 ans, fut assassinée lors d'une soirée anniversaire dans l'est de Londres. En février 2006, Béatrice Martins, âgée de 18 ans, fut emprisonnée à vie pour cette attaque gratuite. 1 an plus tard, Marie reçut une lettre de Béatrice. Ce fut très tôt, un dimanche matin, que la police appela pour m'annoncer que Charlotte avait été poignardée. J'ai été comme catapultée dans un monde différent. La mort était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Même à l'hôpital, en voyant tous ces jeunes gens angoissés qui pleuraient, je n'avais pas encore sombré. Ce ne fut que quand 3 médecins entrèrent dans la pièce que je sus que quelque chose de terrible était arrivé. « Je suis désolée, Madame Follet, me dit l'un d'entre eux, mais nous n'avons pas pu la sauver. » Je ne savais pas quoi faire. J'ai immédiatement commencé à transpirer. Je marchais de long en large dans les couloirs de l'hôpital, je n'arrivais pas à y croire. Les jours qui suivirent, je ne parvenais pas à reprendre pied. Les gens venaient à la maison, mais j'étais comme paralysée, je n'étais pas sûre que tout cela était bien réel. Finalement,
2 semaines plus tard, j'ai réalisé que Charlotte n'était pas seulement morte, mais qu'elle avait été assassinée. Puis, j'ai entendu des rumeurs comme quoi c'était la faute d'une autre fille, une fille qui aurait dû être à cette soirée et qui ne s'y était jamais présentée. Celle-ci nourrissait une vieille rancœur contre Béatrice et prévoyait de s'expliquer avec elle pendant la soirée. C'est pourquoi Béatrice était venue armée de 2 couteaux, complètement surexcitée, ayant fumé de l'herbe, elle était prête à faire du mal. Malheureusement, c'est Charlotte qui a subi le courroux de Béatrice. Les premiers jours, je ne pensais pas au pardon. Je pensais juste à ma fille chérie, Charlotte, et à moi qui n'étais pas là pour la tenir dans mes bras. C'était très dur à avaler. J'avais tellement d'espoir pour Charlotte. Elle était devenue une belle jeune femme qui voulait devenir assistante sociale et travailler avec les jeunes. Tout son avenir prometteur a été réduit à néant en un instant. 2 semaines après le décès de Charlotte, alors que je priais et m'accrochais à ma foi, recevant aide et réconfort du Christ et de mon mari, Dieu m'a donné la force et la grâce de pardonner. Je n'ai rien dit à ma famille à ce moment-là parce que j'ai senti qu'ils ne pourraient pas comprendre. Quand j'ai fini par le dire à mon mari, il m'a dit « j'y arriverai aussi un jour ». En ce qui me concerne, je savais que si je n'arrivais pas à pardonner, la colère et la rancœur m'auraient transformée en une personne que Charlotte n'aurait pas aimée. Quelqu'un que personne non plus dans ma famille ou parmi mes amis n'aurait apprécié. Au début, pardonner m'a libérée parce que sans pardon, je sentais que j'allais m'enfermer intérieurement. Je ne pensais pas beaucoup à l'auteur du crime. C'est seulement au tribunal, quand j'ai appris des abus physiques que la mère de Béatrice subissait à la maison et que Béatrice avait aussi été exposée à la même violence, que j'ai commencé à éprouver de la compassion pour elle et à comprendre pourquoi elle en était arrivée là. Elle n'a pourtant aucune excuse. Elle avait le choix et c'est elle seule qui a fait ce choix. Le pardon m'a soulagée d'un poids que je ne voulais pas porter. Il m'a permis d'utiliser ce qui était arrivé à Charlotte pour éduquer les jeunes aux conséquences possibles du port d'un couteau pour se protéger. Quelques mois après le procès, Béatrice m'a écrit pour me dire qu'elle était vraiment désolée et qu'elle n'avait pas eu l'intention de tuer Charlotte. Elle disait que cela avait été un moment de folie. J'étais contente de recevoir cette lettre et je lui ai répondu que je lui avais pardonné. Ensuite, elle m'a envoyé une lettre de 14 pages avec plus de détails sur sa vie. Elle me posait des questions sur Charlotte. J'étais très étonnée de voir que ces 2 jeunes filles partageaient les mêmes intérêts et les mêmes inquiétudes. Je lui ai alors répondu cette fois en lui parlant de ma merveilleuse fille. Ce n'est qu'1 an plus tard que la lettre suivante me parvint et celle-ci était différente. Béatrice m'y écrivait que j'étais la seule personne à pouvoir l'aider. C'était un véritable appel au secours, une lettre désespérée. Elle portait à l'évidence une souffrance et une culpabilité immenses. J'ai alors senti que j'étais prête à rencontrer Béatrice. Cela m'aiderait et je pensais que cela pouvait aussi l'aider à passer le cap. Elle aura la trentaine quand elle sortira de prison et j'aimerais qu'elle ait une belle carrière et un état d'esprit optimiste. Et plus que tout, j'aimerais qu'elle apprécie sa vie et celle des autres. Certaines personnes disent que je suis courageuse et forte, d'autres ne disent pas grand-chose. Même si personne n'est venu me dire « Tu ne peux pas avoir aimé ta fille si tu pardonnes à celle qui l'a tuée », je suis sûre que c'est bien ce qu'ils pensent parfois. Et je le comprends, parce que certaines personnes sont dégoûtées à la simple idée de pardonner. Cela peut ressembler à une trahison. Je pense au contraire que c'est un acte de liberté. Quel témoignage, n'est-ce pas ? L'épisode étant composé de clés, je vous laisse voir tranquillement celles que vous souhaitez appliquer dans votre cheminement. Il n'y aura donc pas les 3 clés habituelles de fin d'épisode. Voilà, on arrive à la fin de ce 21e épisode de Relationnellement Vôtre. Si vous avez des questions, des suggestions ou un témoignage à partager, vous pouvez envoyer un message sur le site en cliquant sur « Je contacte Relationnellement Vôtre » tout en bas de la page d'accueil. Alors, quel processus du pardon allez-vous concocter pour pleinement guérir et vous libérer de vos blessures du passé ? Les 2 épisodes sur le pardon étaient en quelque sorte un ajout dans l'ensemble des épisodes sur l'amour. Car comme on a pu le souligner, il n'y a pas d'amour sans pardon. C'est une thématique où il y a encore beaucoup d'autres épisodes à partager, qu'il s'agisse du pardon ou de l'amour. D'ailleurs, dans le prochain épisode, on abordera plus particulièrement l'amour au sein de la relation de couple et il y aura avec moi une spécialiste pour développer le sujet. Ça va être très enrichissant, vous allez voir. On se retrouve la semaine prochaine et j'espère que je serai guérie d'ici là. Vous avez pu entendre une voix un peu rauque sur cet épisode, j'en suis désolée. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Relationnellement.